Une cabane, les pieds dans l'eau, une maison avec vue sur la Grande Bleue. Nous sommes nombreux à rêver de bord de mer. Mais entre le respect de la biodiversité, l'accueil des touristes, l'exploitation agricole et l'activité industrielle, la cohabitation est parfois bien difficile. D'autant plus que cet espace est aujourd'hui menacé par l'érosion et le réchauffement climatique. Notre littoral normand, fragile et convoité, on en parle tout de suite dans Enquête de région. Des flots qui se brisent sur les galets, le vent du large qui siffle sur nos côtes. Pour la plupart d'entre nous, le bord de mer inspire l'image d'un petit coin de paradis. Oui, mais un paradis très disputé. Industrie, touristes, habitants, agriculteurs partagent au quotidien cette petite bande côtière à l'image de ce coin de littoral entre Le Havre et Étretat. Pour ce nouveau numéro d'Enquête de région, nous nous sommes installés sur la commune du Tilleul, au sommet de ces falaises de craie forgées par les éléments. Un bord de mer fragile et mouvant, soumis à l'érosion. Face à cette fragilité, comment continuer à y vivre, à y travailler, à y passer nos vacances? Quelles menaces et quel avenir pour nos côtes? Tout de suite, le sommaire. L'érosion façonne depuis toujours notre littoral. Un phénomène naturel qui n'a pas fini de contrarier les habitants de la côte. Exemple, à Criel-sur-Mer, sur la côte d'Albâtre. On ne pourra jamais empêcher les falaises de tomber, sauf de doux rêveurs qui ont cru à un moment qu'on pouvait tout faire contre la nature. Mais malheureusement non, la nature gagne toujours. Alors comment concilier activités humaines et protection du littoral? À Merville-Franceville, au nord de Caen, on a résolument pris le parti de préserver au maximum l'espace naturel. Derrière, il y a des agriculteurs qui mettent leurs vaches, il y a des promenades, il y a un GR. Donc tout ça, on voudrait le conserver. Sur les plages des côtes de la Manche, les vagues attaquent inlassablement les dunes de sable. Pour préserver leur territoire, certaines communes du bord de mer ont créé des digues, des enrochements. Pourtant, parfois, la meilleure politique, c'est de laisser faire. Pour ce secteur-là, donc, il avait été déterminé qu'on pouvait laisser effectivement la mer travailler toute seule. Elle ira jusqu'où? Ah ça, on n'en sait rien. Sans remonter jusqu'aux Vikings, hommes de la mer, les zones littorales restent depuis le Moyen-Âge des zones d'habitation privilégiées. Pourtant, pendant très longtemps, cet espace était réservé aux activités traditionnelles comme la pêche, avant que les constructions balnéaires ne viennent s'installer au plus près des côtes. Pour son éditorial, François Pesquet revient sur ces raisons qui nous poussent à nous installer au bord de l'eau. Il n'y a pas si longtemps, quelques siècles à peine, aucun homme n'aurait jamais rêvé d'une maison en bord de mer. L'estran, le littoral, c'était bon pour les pêcheurs, les ramasseurs de galets. Au mieux, y trouvait-on quelques cultures, un peu d'élevage, mais pas question d'y vivre. Les hommes avaient peur tout simplement d'être trop vulnérables par rapport aux aléas de la mer. Ils étaient très humbles par rapport à ces espaces et se protégeaient sur les points les plus hauts. Longtemps, le bord de mer a inspiré la crainte. L'homme en connaissait les dangers, tempêtes, sable mouvant, inondations. C'était un espace hostile. Les pêcheurs ne s'y trompaient pas, leur maison regardant la terre et non les flots capricieux. Et puis, tout a changé. Au XIXe siècle, avec la mode des bains de mer, vivre sur la côte est soudain devenu bon pour la santé. On a souvent dit que l'air était meilleur à la mer. Et puis après, il y a eu l'accès à la balnéothérapie, les qualités positives de l'eau de mer sur des pathologies spécifiques. Donc on y a vraiment vu un secteur qui était porteur d'une qualité de vie plus saine et plus agréable. Mais ceux qui venaient construire ici somptueuses villas ou modestes cabanons n'étaient pas des gens de mer. D'autres ont suivi jusqu'à aujourd'hui, et la vulnérabilité du littoral a été progressivement oubliée, sans disparaître pour autant.
Partout, les murs de soutènement protégeant les villas ont été minés par les vagues, ce qui explique l'ampleur de la catastrophe. Des pans de falaises se sont éboulés, de nombreux déchets jonchent les plages et les cabines de plage ont été en grande partie détruites. On a oublié ces zones à risque, on a développé l'urbanisation et puis des stratégies de défense contre la mer, mais dans un contexte actuel d'élévation du niveau de la mer, de changement climatique, on se rend bien compte que les aléas deviennent de plus en plus prégnants et que corrélativement les hommes sont aussi beaucoup plus exposés. Alors, toujours envie de votre maison en bord de mer ? En attendant la fin du rêve, certains habitants du littoral auraient fait leur cette devise « Jusqu'ici, tout va bien ». À une centaine de mètres au-dessus de l'eau, nous nous trouvons toujours au sommet des falaises du pays d'Étretat. Des colosses bien fragiles face aux éléments. Ici, chaque année, des pans entiers de roches s'effondrent sur la grève. Plus au sud, dans la Manche ou le Calvados, des plages reculent face à l'érosion. Pour commencer cette émission, nous serons en compagnie d'un géographe de l'Université de Caen. Avec lui, nous verrons comment fonctionne le phénomène de l'érosion. Mais d'abord, quelques repères concernant notre littoral normand. Du Tréport au Mont-Saint-Michel, il s'étend sur 3 départements, la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche. Et c'est un paysage d'une étonnante diversité. Au nord, des falaises blanches, de craie et de silex, des plages de galets. Au sud, des massifs dunaires et d'immenses étendues de sable. La côte normande s'étale sur 640 km et près de 200 communes. Un territoire qui voit sa population s'accroître chaque année. Un Normand sur 9 y habite. Plus densément peuplé, cet espace est davantage construit. On y trouve 2 fois moins de surface agricole qu'à l'intérieur des terres. Et pour protéger les espaces naturels de l'urbanisation, le Conservatoire du littoral a été créé en 1975. Son but, acquérir des parcelles en bord de mer. Aujourd'hui en Normandie, il possède 14% des côtes. Nous sommes à présent au pied des falaises, sur la plage de Galets du Tilleul, tout près d'Étretat. Nous sommes avec Stéphane Costa. Vous êtes géographe, géomorphologue. Vous étudiez les reliefs et les processus qui les façonnent. On va parler d'érosion dans un instant avec vous. Mais d'abord, direction Criel-sur-Mer, toujours sur la côte d'Albâtre. C'est l'une des communes les plus exposées à l'érosion. Là-bas, les falaises reculent de près de 50 cm chaque année. Et depuis longtemps, on tente d'y faire face, tant bien que mal. Si l'on chemine entre Dieppe et le Tréport, sur la côte d'Albâtre, on trouve Criel-sur-Mer, petite station balnéaire discrète, mais qui peut s'enorgueillir d'abriter la plus haute falaise de craie d'Europe, 107 mètres. Et les falaises ici font partie du décor, mais aussi de l'histoire de la commune et de ses préoccupations. Jean Mauger parle de lui comme d'un vieux criellois. À 68 ans, il a toujours vécu ici et fut même pendant 13 ans le maire de la commune. Alors toutes ces histoires de falaises qui s'effritent et s'effondrent, il les connaît par cœur. Je ne suis pas un scientifique, mais je me suis toujours intéressé à cette problématique de falaise, et encore plus lorsque j'étais élu, bien entendu. Une falaise, ça a toujours tombé, et ça tombera toujours. On peut prévenir la sécurité des habitants, mais on ne pourra jamais empêcher les falaises de tomber, sauf de doux rêveurs qui ont cru à un moment qu'on pouvait tout faire contre la nature. Mais malheureusement, non, la nature gagne toujours. Les éboulements de falaises font partie de la vie des Criellois. Le long du rivage, des blocs de craie encore frais prouvent qu'il n'est pas recommandé de se promener à l'ombre des falaises. La commune a multiplié les arrêtés d'interdiction d'accès, car rien ne permet de prévoir des chutes de pierres. Il y a des phénomènes qui font qu'on peut se dire que ça va être dangereux à cette époque. Gel, dégel, forte pluie... haute mer, très haute mer, mais ce ne sont pas des éléments qui nous permettent de prévoir une chute de falaise. Après, quelques éléments pour les gens qui connaissent un peu la falaise ou qui s'y promènent, pour les vieux Criellois, des petites fissures qui apparaissent ou autres, et là on se dit « Ah, attention, ça peut arriver », et souvent ça arrive. Mais il n'est pas indiqué non plus de vivre sur la falaise. En 1996, un éboulement sur une zone d'habitation oblige la municipalité à prendre d'urgence des mesures de protection.
Et c'est 10 ans plus tard, après un long processus administratif, que 11 maisons de Criel et de Ménilval sont finalement détruites en raison d'un danger imminent. Les habitants avaient été au préalable expropriés et relogés. C'est l'endroit même où on a abattu les maisons, hein, donc des maisons qui étaient en danger, pour certaines, très en danger, où les gens ont été évacués en urgence pour ne pas prendre de risques. Et il y avait ici à Criel 9 maisons, 3 sur Ménilval. Et fort heureusement pour les propriétaires, la loi Barnier était là, ce qui fait que, en dehors du phénomène affectif que je comprends bien, et qui est très important pour l'humain, financièrement, ils s'y sont retrouvés. La loi Barnier est une loi de protection de l'environnement qui s'applique à la sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs. À Criel, toutes les personnes expropriées ont été indemnisées sur la valeur réelle de leurs biens. Et des maisons potentiellement en danger, il y en a encore un certain nombre à Criel, où la falaise recule de 40 cm chaque année. Vous avez vu des maisons autour de vous s'écrouler? Il y en avait une, là, ils l'ont démolie. Hein. Mais pas la vôtre. Ah non. Un philosophe, monsieur. Il voit le danger arriver, il en est parfaitement conscient. Ouais. Puis il dit, ben... Hein. Les hommes sont des bâtisseurs. Ils savent couler le béton et construire des maisons. Mais l'orgueil leur fait parfois prendre des risques. Jusqu'alors, les éboulements à Criel n'ont fait aucune victime. Prévenir plutôt que guérir, c'est pour l'instant la solution la plus efficace qu'ont trouvé les élus pour protéger les populations. Stéphane Costa, vous êtes donc géographe, géomorphologue. Vous étudiez les reliefs et les processus qui façonnent ces reliefs. On l'a vu, l'érosion, c'est pas forcément à cause de la mer. Pas uniquement, effectivement. Ce type de forme qui ne peut que reculer évolue sous l'action effectivement de la mer, mais aussi des infiltrations, des ruissellements, de l'alternant gel-dégel et parfois même aussi de ce qu'on appelle l'appel au vide, la gravité qui attire, je dirais, les abrupts comme les falaises. Alors ici, sur la plage du Tilleul, qu'est-ce qui s'est passé sur ces falaises ? Alors s'il y a bien un secteur qui évolue peu, finalement, c'est le secteur Antifer et Etretat, pour des raisons géologiques, puisque les craie sont beaucoup plus résistantes. Et là, on peut constater qu'il y a eu des chutes de blocs qui sont venues du haut. Alors les falaises peuvent évoluer soit par des chutes de blocs de ce type, ou encore des évolutions beaucoup plus massives. Là, c'est l'ensemble de la falaise qui s'effondre. Les problématiques sont différentes selon les endroits sur la côte normande ? Oui, les problématiques sont très différentes, puisqu'ici, vous avez des craies qui sont beaucoup plus résistantes, des lits de silex beaucoup plus nombreux, beaucoup plus épais, qui finalement arment la falaise. Alors que plus vers le nord, comme par exemple à Criel-sur-Mer, vous avez des falaises avec des craies moins résistantes qui reculent beaucoup plus vite. Elles ont quel âge ces falaises ? Elles se sont constituées quand ? Elles se sont constituées entre moins 100 millions et moins 60 millions d'années, donc il y a finalement très très longtemps, lorsque la mer était beaucoup plus haute que l'actuelle. Donc ce sont des sédiments carbonatés, calcaires, qui se sont déposés progressivement pendant des millions d'années. Donc ici, c'est quelques centimètres par an, alors qu'ailleurs, c'est beaucoup plus. Ici, c'est quelques centimètres par an et on peut avoir des secteurs qui reculent, comme à Criel, de 50 cm par an. Pour des raisons naturelles, ça a toujours évolué naturellement, mais parfois l'action de l'homme a multiplié les vitesses de recul dès lors qu'on a mis des ouvrages comme des jetées portuaires ou des épis. Juste derrière, on a des accélérations. Donc l'homme peut être à l'origine de l'érosion des falaises, mais est-ce que l'érosion a des conséquences aussi sur l'homme ? Et oui, c'est effectivement un système. L'homme peut accentuer localement les vitesses de recul, mais ce recul menace finalement les habitations qui se sont parfois implantées imprudemment trop près du rivage. Merci beaucoup Stéphane Costa, merci beaucoup. On l'a vu, le littoral normand est menacé par les phénomènes naturels et pourtant, cet espace est très convoité, notamment par l'agriculture. Ici, sur la côte d'Albâtre, elle est installée sur une grande partie de la bande côtière et tente de faire sa place parmi les autres activités humaines comme le tourisme vert. Nous en parlerons dans un instant avec un représentant de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime et un guide naturaliste. Mais d'abord, à quoi ressemble le quotidien des agriculteurs qui travaillent et vivent sur le bord de mer ? Vous allez le voir, ce n'est pas franchement les vacances. Des champs suspendus à plus de 100 mètres de haut. Dès que la mer s'arrête, l'agriculture s'installe.
Il en a toujours été ainsi dans le pays de Caux. Allez, on y va. Edith Hanin est une petite fille de paysans des falaises. Comme eux, elle fait de l'élevage. Sa journée commence à 6h30 du matin. C'est à cette heure-là, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, mais c'est pas grave, c'est sympathique, quoi. L'élevage, une évidence sur ces terres du littoral. Souvent, le relief accidenté ne peut accueillir que des prairies. Au beau jour, ces herbages nourrissent les 35 vaches de l'exploitation. C'est presque 70% de notre revenu, le lait. Donc oui, c'est... Le lait se vend mal en ce moment, pourtant, il régale toujours les petits veaux. C'est Nicolas qui s'en occupe. L'ouvrier agricole travaille ici depuis 1 an. Il va partir en janvier pour reprendre l'exploitation de ses parents dans les terres. Bien content de s'éloigner du littoral. C'est plus dur, rien que pour la terre. Ils font que nous on fait 10 tonnes de blé par hectare à la moisson, eux ils doivent en faire que 7 ou 8 dans les bonnes années. Alors ça fait 2 tonnes de moins, alors qu'ils ont sûrement les mêmes charges que nous, donc ça fait du revenu en moins. Bon. Voilà la terre des falaises de Cré. Le sol est dur, caillouteux, et il faut s'accommoder d'une météo capricieuse. On peut avoir une journée où on a des embruns, il fait sec, ou alors c'est l'air salin qui brûle tout, quoi. Donc non, c'est pas simple, c'est pas évident, et puis on nous en remet des couches supplémentaires en permanence, quoi. Donc bon, entre la PAC, Natura 2000, bientôt l'OGS, bon, c'est bon, quoi. 5 minutes, ça va, quoi. Le Cap d'Antifer a été classé zone Natura 2000. Et maintenant, le département veut obtenir l'appellation Grand Site de France pour attirer les touristes. Tous ces changements effraient l'agricultrice. Elle n'arrive plus à vivre de sa ferme. Ils nous proposent de faire soit des fermes auberges, des gîtes, etc. Mais nous, on n'est pas d'accord, c'est pas notre métier. Nous sommes des paysans, nous ne sommes pas des hôteliers. L'adaptation, c'est au contraire le credo de son voisin. Bernard d'Herbécourt s'est installé ici il y a 30 ans. Il n'avait pas les moyens de s'acheter de vaches, alors il a investi dans les chèvres. Et l'éleveur s'est acclimaté. Ce qui nous a plu, c'est ça. C'est cette liberté que certainement, uniquement cette profession peut vous offrir. Le bisou là, le bisou. Oui, c'est bien. Voilà. Au bord de la mer, très peu de végétaux supportent le vent salin. Donc il faut apprendre à vivre avec cette contrainte. Et les touristes d'Étretat, une gêne ou un atout? L'agriculteur les a très vite intégrés en créant une boutique sur son exploitation. Ses fromages, yaourts et chocolats au lait de chèvre sont aujourd'hui renommés. S'il n'y avait pas cette diversification, eh bien aujourd'hui, et les visites de l'entreprise, aujourd'hui, eh bien nous n'aurions plus de revenus du tout, nous serions obligés de fermer. On retourne dans votre région et puis au plaisir. Merci. L'agriculture a bien des visages aujourd'hui, mais si leur approche est différente, Bernard d'Herbécourt et Edith Hanin se rejoignent dans leur attachement à leur terre, à leur littoral. On peut protéger la nature sans interdire, sans nous prendre nos terres, sans mettre des droits de préemption sur toutes les terres, les maisons, les bois. C'est pas cool, quoi. Et je comprends la réaction de Madame Hanin, parce que quand on préempte une terre, vous avez l'impression qu'on vous dépossède de votre terre. Et c'est ça qui est douloureux pour l'agriculture. La terre, c'est notre enfant. Pour défendre son activité, Edith Hanin a créé une association pour la protection des droits du patrimoine privé et de la santé. Bernard d'Herbécourt n'y adhère pas. L'agriculteur va prendre sa retraite. Son exploitation cherche repreneur. Sébastien Levasseur, vous êtes agriculteur, élu à la Chambre d'agriculture. On a vu dans le reportage qu'il est parfois compliqué d'être agriculteur sur le littoral. C'est une richesse, c'est une contrainte, ce littoral ? Ça peut être les deux à la fois, c'est qu'on est sur des limons profonds quand on est sur les plateaux. Après, quand on est dans les valleuses, le potentiel est beaucoup plus faible. Ensuite, on a des problématiques en termes de... on est sur des sites
où il y a un certain nombre de réglementations qui peuvent rendre difficile l'activité agricole. Et le problème, c'est qu'on a 3-4 réglementations au minimum qui se cumulent. Et le problème, c'est qu'on peut entendre que c'est sans aucun problème que ces territoires sont sensibles et ont besoin d'une protection. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait un cumul de réglementations et il ne faut pas mettre ces territoires sous cloche. C'est des territoires qui ont besoin de vivre et qui ont besoin de se développer. Et si on les met sous cloche, on fera l'inverse. On va en parler un peu plus tard. Vous parliez de protection justement. Cyriaque Le Thulier, vous êtes guide naturaliste, vous êtes également maire de la commune de La Poterie à Pontifère, juste à côté d'ici. Quelle est la richesse naturelle de ce littoral? Alors, selon les spécialistes, on est sur une portion côtière de la côte d'Albâtre qui est la plus riche sur le plan biologique, que ce soit à marée basse dans les rochers, que ce soit dans les falaises, ou que ce soit sur le plateau sommital des falaises. Et l'agriculture est compatible avec cette richesse naturelle? Alors, certains types d'agriculture peuvent s'intégrer harmonieusement avec cette biodiversité, et je pense notamment à l'élevage. En maintenant les prairies, elles participent non seulement à préserver une certaine biodiversité, mais également elles participent à la valorisation du paysage. Du paysage, de la biodiversité. Quel exemple de biodiversité vous pourriez citer pour ce littoral? Alors, on peut parler de beaucoup d'espèces. Les oiseaux, notamment, peuplent les falaises. Et encore une fois, c'est le secteur qui va d'Antifère à Étretat, qui est très riche sur le plan biologique au niveau avifaunistique. Et certaines activités peuvent être contraignantes, peuvent être incompatibles avec ces ressources naturelles? Alors, les problèmes de compatibilité entre certaines activités humaines et la préservation de certaines espèces, on a des faits. Par exemple, je parlais de l'exemple des oiseaux. Le faucon pèlerin est un rapace qui, dans les années 50, trouvé sur notre littoral ses plus fortes densités européennes. Et l'utilisation de DDT, des produits organochlorés en agriculture, c'est un insecticide dans les années 50 jusque dans les années 60, selon les scientifiques américains, fait disparaître cette population d'oiseaux de toute la côte d'Albâtre en moins de 10 ans. D'accord. Sébastien Levasseur, est-ce que l'agriculture elle est compatible avec les autres activités sur le littoral? Est-ce que la cohabitation est possible? Oui, alors l'agriculture a sa place, je dirais bien au contraire. S'il n'y a pas un minimum d'agriculture sur ces territoires, ces territoires vont se fermer, il va y avoir développement de ronces, de ligneux, et derrière, en termes de biodiversité, on n'y gagnera pas. Après, elle a sa place, par contre, la cohabitation, quelquefois, peut être difficile, notamment avec les activités de tourisme. Mais sa place... On n'est pas loin d'Étretat ici. Hein. Mais oui, ça peut être un avantage et un inconvénient, mais en termes de pression foncière et en termes de cohabitation et de conflit d'usage, ça peut être compliqué. Mais si on a de tels paysages, si on a de tels accès et si on a cette biodiversité, c'est grâce aussi à l'agriculture. Oui, d'accord. Cyriaque Le Thulier, même question, est-ce que la cohabitation entre les différentes activités humaines et la protection de cette richesse naturelle, c'est possible? Sûr, je rejoins totalement le point de vue sur... l'intégration harmonieuse que l'agriculture peut avoir dans le paysage en participant à son entretien. Je reviens sur l'élevage. La présence des animaux dans les prairies, sur les zones littorales, participe au rêve que ça peut entretenir chez le visiteur, chez le touriste. Et c'est une chose importante. Et les deux économies peuvent se concilier. Effectivement, ça nécessite du dialogue entre les différents acteurs économiques. Effectivement. Merci à vous. Merci. Concilier les activités humaines et le respect de l'environnement reste donc aujourd'hui encore un défi permanent. Pour résister à la pression foncière et à l'urbanisation a été créé il y a plus de 40 ans le Conservatoire du Littoral. Sa mission, acquérir des terrains pour sanctuariser des espaces naturels, comme à proximité d'ici, à l'embouchure de l'Orne, dans la baie de Salnel.
Nous nous sommes en effet déplacés dans le Calvados, sur la plage de Merville-Franceville, pour accueillir le grand témoin de cette émission, Jean-Philippe Lacoste. Bienvenue, vous êtes le délégué à Normandie du Conservatoire du Littoral. Première question, selon vous, pourquoi est-ce que ce littoral est autant convoité ? Le littoral est devenu convoité il y a en fait relativement peu de temps. Il faut savoir que jusqu'à à la fin du 19e siècle, le littoral était plutôt un repoussoir. C'était un endroit d'où venaient les invasions. C'était un endroit où il y avait assez peu d'activités. C'était un endroit où il y avait des maladies, des marais, des choses comme ça. Et donc, il y avait assez peu de gens qui venaient s'y installer. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est venu s'y installer finalement ? Alors, la révolution industrielle et la société des loisirs qui a fait prendre conscience de l'attrait du littoral pour des raisons de santé, c'est notamment les anglo-saxons qui ont beaucoup développé ça au début avec les grandes stations balnéaires de la côte britannique et en Normandie, à Dieppe, au Touquet ou un peu plus tard, où les gens ont découvert la haute société, que c'était quelque chose de remarquable et d'attractif. Et après, tout le monde a voulu profiter aussi, en ce qui le concernait, de cette situation privilégiée, du bon air. Et tout ça. On va poursuivre cette discussion avec vous, Jean-Philippe Lacoste, mais d'abord voyons un exemple de la façon dont on protège aujourd'hui cette zone côtière. Tout près d'ici, dans la baie de Salnelles, on a fait le choix depuis très longtemps de préserver la nature de l'urbanisation. Il reste des traces, bien présentes, c'est même écrit dessus. Bien sûr, par grande marée, la mer monte encore, jusqu'au ras de la route. Mais Salnelles a vraiment changé. On y a même débaptisé la rue de la mer, celle où Janine a grandi. Et puis la voilà, là, c'est la plus belle. J'étais gamine lorsque ça a été fait, et puis on a retrouvé cette photo, je ne sais pas comment, et j'avais fait une croix, oui. Elle était fille de pêcheurs, qui ne l'était pas d'ailleurs à cette époque. Toutes les familles, presque toutes, les vieilles familles, c'était des marins. La commune ne s'est jamais appelée Salnelles-sur-Mer. Normal, elle est dans l'estuaire. Mais c'était un port d'échouage, et même un port de commerce, jusqu'au 19e siècle, avant la construction du canal de Caen à la mer. Il y avait des chantiers navals sur les rives, et un poste de douane. Mais surtout, on vivait pleinement au rythme de la nature, de la chasse, de la pêche et autres bienfaits. C'était une tradition familiale, aussi bien le père, tous les enfants servaient un peu de guide de chasse, des chasseurs citadins qui venaient chercher un petit peu de sensations sur nos côtes. Tandis que la voisine, Ouistreham et sa Rivabella s'encanaillaient dans ce qui allait devenir le tourisme de masse, ce côté-ci de l'estuaire a toujours favorisé la nature et le grand air, à quelques alertes près. L'eau est là, tout là où vous pouvez marcher maintenant, c'était de l'eau. On a voulu arrêter ça pour nous mettre des marinas. Heureusement que M. Dornano était là à l'époque. Elle raconte un feuilleton houleux de la vie locale dans les années 60 et 70. Un projet d'aménagement du territoire promettant de nouvelles conceptions de l'urbanisme et de la promotion du littoral. Bref, du béton sur des dizaines d'hectares. C'était intitulé « Base de loisirs et de nature ». Mais c'est la nature qui finit par l'emporter, car on sentait poindre ce qui bientôt s'appellerait l'écologie. Les défenseurs de l'environnement furent entendus. Michel Dornano a annoncé officiellement ce matin que la baie de Salnelles demeurerait une réserve pour la faune et la botanique. À cette époque-là, il y a eu une convergence d'avis pour préserver cet espace qui était considéré un peu comme la fenêtre verte de l'agglomération caennaise sur la mer. Et il y a un consensus qui s'est créé autour de l'idée de le préserver et d'essayer de contrer des projets de bétonnage. Eux sont les sentinelles de ce territoire. L'ex-directeur de la Maison de la Nature, implanté ici à dessein, en lieu et place d'une hôtellerie de style néo-normand, et le chargé de mission du Conservatoire du Littoral. Sur les communes de l'estuaire, l'établissement public est propriétaire de 350 hectares et son ambition est de doubler la mise ces prochaines décennies pour maîtriser le foncier et protéger l'environnement, comme c'est le cas par exemple sur le Gros Banc, là où les promoteurs avaient battu en retraite.
L'espace du Gros Banc, en fait, il est assez représentatif puisque voilà, il a évolué dans le temps et aujourd'hui, il joue un rôle important par rapport à l'accueil des oiseaux. C'est une réserve qui n'est pas accessible aux personnes. On peut parcourir et circuler en sa périphérie, mais on ne peut pas pénétrer. C'est vraiment une zone de quiétude. Donc elle est assez essentielle à l'échelle du site, donc un peu comme un joyau. Parce qu'il est mouvant, changeant et menacé, le littoral est observé et analysé de près. Pour ce faire, le conservatoire dispose d'un outil précieux de remise en perspective historique. Ce qui saute aux yeux, bien sûr, c'est l'urbanisation. Elle fut galopante au XXe siècle. Elle est de plus en plus maîtrisée par la réglementation. Les élus de l'estuaire en ont pris leur parti. Et plus encore, Merville-Franceville l'a si bien nommée, ne lésine pas. Les publicités du début du siècle disaient la plus belle plage du monde, les affiches de Merville. Là. Ni digue, ni planche pour déambuler sur cette côte du Calvados, entre Cabourg et Ouistreham. Un secteur semi-sauvage, à l'urbanisme contraint. La première fois, ils avaient présenté avec une extension en termes d'emprise au sol qui a été retoquée et elle n'a été autorisée qu'à partir du moment où on conservait la même emprise au sol. La contrainte, la rigueur dans la protection de la sacro-sainte nature, cet habitant de Merville s'en serait bien passé. Il caressait un joli projet dans cette parcelle. Il avait un permis de construire, délivré par la commune. Ensuite, ça s'est gâté. Voilà, 2 permis et tout le reste c'est du contentieux après. Et tout ça à cause de quoi? Une loi, je pense, une loi qui semblerait être une loi du littoral, on va appeler ça comme ça. Une nouvelle réglementation qui est arrivée dernièrement, qui a modifié, pas les postes, pas tout ça, la possibilité de construire dans certains endroits. Alors que ce futur administré n'allait visiblement gâcher la vue de personne, à plus d'1 kilomètre de la mer. Allez comprendre, a-t-on coutume d'entendre. Nature et culture n'ont pas fini de s'opposer. Voici les derniers à s'inviter au débat. C'est l'ABO, l'association des amis de la baie de l'Orne. Elle rassemble une partie des riverains de Salnel. Ils se mobilisent contre un projet visant à rétablir le caractère maritime d'une zone de 17 hectares, devant chez eux. C'est un polder, un terrain édifié par l'homme, qui doit être rendu à la nature. Si vous voulez, le caractère maritime, on le possède déjà. Regardez le nombre d'hectares qu'il y a de ce côté-là. Et derrière, il y a des agriculteurs qui mettent leurs vaches, il y a des promenades, il y a un GR. Donc tout ça, on voudrait le conserver. Mais conserver est un verbe d'action, proclame depuis toujours le Conservatoire du littoral. C'est lui qui est à la manœuvre. Et il garde confiance. Une démarche constructive qui s'est échelonnée depuis 3 à 4 ans. Pas toujours facile dans la concertation, il faut le souligner, c'est logique. On permettra la continuité piétonne, il y aura des sentiers en arrière qu'on va conserver, d'autres qui seront à la fois conservés mais qui pourront être immergés suivant certains coefficients de marée. C'est compliqué, cette terre de contraste. Ce n'est pas Janine, la mémoire de Salnel, qui dira l'inverse. De part et d'autre de l'estuaire, se profile presque sous ses fenêtres un projet de passerelle, piétonne et cyclable. Un ouvrage promu par les maires de Ouistreham et de Merville. Un pont sur la baie. Quelle drôle d'idée qu'elle se dit. Là, c'est la catastrophe. J'espère qu'il n'y en aura pas. Moi, il me semble que ça gâchera tout. Vous voyez la nature comme c'est beau, c'est magnifique. Avec la passerelle, ce sera terminé. La grande vertu d'un estuaire, on le sait, c'est la biodiversité de toutes les espèces. L'espèce humaine, c'est bien connu, n'étant pas la plus facile. Toujours dans Enquête de région, nous sommes sur la plage de Merville-Franceville dans le Calvados avec vous, Jean-Philippe Lacoste. Vous êtes délégué Normandie du Conservatoire du littoral. Un espace aussi préservé que celui du littoral normand, c'est une exception ? Alors c'est une exception relative. Le littoral normand est très contrasté. On a le département de la Manche par exemple où les espaces naturels sont très nombreux en bord de mer. Et vous avez ici, on est au début du littoral le plus construit sur les côtes normandes puisque on a en dehors de quelques rares fenêtres, c'est urbanisé depuis l'embouchure de l'Orne jusqu'à quasiment Deauville et l'embouchure de la Seine. Parce qu'en fait, quel est votre rôle sur ce littoral normand, vous au conservatoire ?
Conservatoire du littoral? Alors nous, on participe à cet effort de préservation du littoral. Tout le monde connaît la loi littorale qui réglemente la construction sur le littoral. Le Conservatoire du littoral a été créé quelques années avant la loi littorale pour agir d'une manière un peu différente. On est chargé d'acheter des espaces, des terrains privés ou de se faire affecter des terrains publics pour en assurer la préservation et l'ouverture au public, puisque ce qui est intéressant, c'est de lier les deux. On sait qu'il y a un appétit important de l'ensemble de la population pour le littoral, donc il faut concilier les deux démarches. Ça fait 40 ans qu'il existe, ce conservatoire du littoral. Quel est son bilan aujourd'hui? En Normandie, on est autour de 13 000 hectares. On est à une petite centaine de kilomètres de côte et sur 70 sites. C'est beaucoup, pas beaucoup? C'est assez, pas assez? Alors c'est en cours. Par exemple, dans l'estuaire de l'Orne qui se trouve juste à côté, le Conservatoire du littoral est propriétaire d'à peu près 350 hectares. C'est à peu près la moitié des objectifs qu'on s'est fixés. Cela dit, avec 350 hectares, on a acheté ou on s'est fait affecter les espaces qui sont les plus sensibles et ceux sur lesquels il y a le plus de public. Donc le reste, d'une certaine manière, c'est du bonus, la priorité est atteinte. Dans d'autres secteurs, comme celui de l'estuaire de la Seine, où c'est un espace qui est sans doute moins prisé pour le tourisme, mais beaucoup pour l'activité économique. Il y a aussi des enjeux environnementaux importants, des grandes zones humides. Et là, on est au tout début d'un programme d'intervention qui devrait nous mener à terme. Alors, on a fixé le terme à 2050. On devrait devenir propriétaire d'à peu près 10 000 hectares. Et vis-à-vis de ces enjeux, vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience des élus, de la population? Oui, très nettement. Depuis, ça fait quelques années que j'exerce ces fonctions en Normandie. C'était très difficile et délicat d'expliquer au début que le Conservatoire du littoral voulait acheter des espaces pour ne rien en faire. C'était la traduction qui était faite souvent, soit par les propriétaires, soit par les élus. On a constaté ces 20 dernières années qu'il y avait un renversement très important, avec un renouvellement notamment des conseils municipaux. On a de plus en plus de gens qui viennent de la ville, qui ont une conception différente, je ne dis pas qui est meilleure ou plus positive, des choses et qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Sur ces espaces qui vous appartiennent, que fait le Conservatoire du littoral? Alors, on prend l'engagement déjà qu'ils ne seront jamais construits. C'est un engagement qu'on prend au nom de tous. Et le fait qu'ils ne soient pas construits n'est pas suffisant. Il faut aussi agir pour qu'ils restent dans un état acceptable. Paradoxalement, le fait qu'on ne fasse rien sur un espace naturel, ça conduit à sa dégradation. Parce qu'on a en Europe des espaces naturels qui sont de taille assez réduite et on ne peut pas se permettre, comme le font les Américains par exemple ou les Australiens, de laisser la nature évoluer sur des centaines de milliers d'hectares. Donc vous les entretenez quand même? Il y a de l'entretien à faire, il y a souvent de la restauration initiale à faire quand on achète des terrains. Par exemple, toujours en citant l'estuaire de l'Orne, lorsque le conservateur est devenu propriétaire, la plus grande partie de la dune de Merville-Franceville était un vaste parking. Il y avait 800 véhicules qui venaient se garer là, au plus près de l'eau. Maintenant, les gens qui venaient à la plage maintenant considéraient que c'est une aberration. Et le fait qu'on ait reculé le stationnement et qu'on ait aménagé l'espace entre le stationnement et la mer la rend de plus en plus attractif aussi. Si on se projette dans l'avenir, pour vous, en 2050, quel sera le visage du littoral normand? Alors c'est un rêve, c'est une projection très hasardeuse, mais on peut considérer qu'il y aura à peu près un tiers du littoral qui sera sous le contrôle du Conservatoire du littoral et qui sera attractif, qui servira aussi à l'attractivité de l'activité touristique qui existera toujours, je pense, dans la région, Dieu merci. Ce littoral, il est soumis aussi à d'autres pressions. Le changement climatique va se traduire par une élévation du niveau de la mer. Cette élévation du niveau de la mer va sans doute avoir des conséquences sur l'urbanisation à proximité. Et là aussi, paradoxalement, le fait que le Conservatoire du littoral et la loi littorale aient empêché la construction de grands espaces sur le littoral, d'une certaine manière, ça nous prémunit contre les risques les plus importants, ce que n'ont pas fait peut-être d'autres régions comme la Vendée ou la Méditerranée. Merci beaucoup Jean-Philippe Lacoste d'être venu sur cette plage. En
On vient de le voir, la cohabitation entre nature, tourisme et urbanisation n'est pas des plus simples, d'autant que la montée des eaux grignote une partie de nos côtes. Alors, quel visage notre littoral normand présentera-t-il dans les années et les décennies à venir? Quelles solutions pour aménager le bord de mer? Nous en parlerons dans quelques instants avec le président d'un institut qui aide les élus à accompagner ces mutations. Mais d'abord, direction Hauteville-sur-Mer dans le département de la Manche. Là-bas, les dunes sont attaquées par la marée et le combat contre la Grande Bleue semble parfois un peu vain. Sous les cailloux, la plage. Sous le béton, le sable. Depuis 1933, une enveloppe de ciment recouvre la dune. Il a ensuite fallu ajouter des cailloux et encore des cailloux pour former un rempart. À marée haute, les jours de gros coefficients, Hauteville-sur-Mer prend des allures de fortin. Mais au bout de la jetée, la ligne de défense présente une faille. J'ai connu de la dune il n'y a pas très longtemps. Il y a combien? Il y a 10 ans, 15 ans. Hein, la dune avec des sapins. Ah, et il y avait un escalier qui accédait. Avec un escalier qui descendait la plage. On arrive à un démarrage en grande marée à plus de 14 mètres. Alors ça, avec un coup de vent, eh bien, il faut que la digue, il y ait une prolongation de la digue ici, mais plus haut que ça un peu. Depuis plusieurs années, la communauté de communes mène des études approfondies afin d'anticiper les effets du changement climatique. Les conclusions sont formelles. À brève échéance, cette dune de la Garenne ne résistera pas aux assauts des vagues. N'attendons pas qu'il y ait une catastrophe. Combien de maisons derrière? À peu Il y a près 400. 400. Et du coup, ça ferait Ça fait à peu près 1000 habitants. Des cailloux prélevés dans un ancien épi sont supposés freiner l'érosion en attendant mieux. La mairie a aussi rechargé la dune en apportant 7000 mètres cubes de sable. Dans ces résidences secondaires, ces maisons de vacances que certains ont choisi d'habiter à l'année, l'insouciance n'est plus tout à fait de mise. À chaque grande marée, moi j'ai de l'eau dans mon sous-sol. Je suis obligé d'avoir une pompe pour évacuer l'eau. Est-ce que vous vous sentez en danger là? Bah oui, il y a des fois, quand il y a du vent. Hauteville espère donc une nouvelle digue, facture estimée 1,5 million d'euros. Mais aujourd'hui, l'État n'autorise que très rarement les constructions en dur, à l'ancienne. On connaît les impacts négatifs de ces ouvrages avec souvent des abaissements de plage importants. Et évidemment, aujourd'hui, il faut limiter ce type d'ouvrage. Il y a d'autres stratégies qui peuvent être engagées. On peut apporter du sable massivement aussi. Donc c'est une autre technique. Mais cette technique demande un entretien. C'est-à-dire qu'on va apporter un gros volume de sable à un instant donné, mais il faut régulièrement en apporter. Et aujourd'hui, on souhaite aussi avoir des ouvrages qui soient réversibles. Depuis de nombreuses années, Franck Levoix observe l'évolution de ce littoral friable. Son centre de recherche en environnement côtier conseille plusieurs collectivités dans le département de la Manche. Une côte sablonneuse est un système complexe. Ici, la mer prend du sable, elle le dépose ailleurs. Et chaque intervention de l'homme dérègle la mécanique. Les mouvements de sable qu'on observe donc parallèlement au littoral, le transport le long du littoral, fait que c'est assez délicat de protéger un secteur de côte, puisque si on fait un barrage par un épi, par un ouvrage transversal, on va bloquer tout ce sable, ça va profiter à un endroit, mais ça va appauvrir ce qu'il y a un peu plus loin. Par endroits, le recul de la côte est spectaculaire et il réserve parfois d'étranges surprises. Là, on est au cœur de la décharge. Donc c'est pour ça 4000 mètres cubes de déchets ménagers dégorgent de la dune. C'est ainsi à chaque tempête, la décharge sauvage de la Samaritaine se déverse sur l'estran. Une décharge qui à l'époque était à l'intérieur des terres, protégée par la dune, se retrouve effectivement aujourd'hui attaquée par l'érosion. Depuis, un voile pudique a été posé sur l'ancienne décharge. Les travaux de nettoyage débuteront à la fin de l'année, moyennant la coquette somme de 900 000 euros. Il y a un gros tamis qui va arriver, on va trier l'ensemble des déchets, qu'on va séparer après pour les mener dans des décharges adéquates. Et puis le sable qui va se trouver tamisé va rester sur place. La dune sera donc reconstituée. Mais pour combien de temps? Ici, la mer gagne plusieurs mètres chaque année. Qu'est-ce qui va être fait ici? Rien. Rien, on va laisser faire. Sur ce secteur-là, donc, il avait été déterminé qu'on pouvait laisser effectivement
La mer travaillait toute seule. Elle ira jusqu'où? Ah ça, on n'en sait rien. Les études ont montré que la lutte contre l'érosion serait coûteuse et vaine. Ici, pour une fois, l'homme va donc abdiquer. En témoignent ces petites balises rouges plantées derrière les bois dans les champs de poireaux. Elles marquent l'emplacement du futur sentier littoral. Julien Crappé, vous êtes président de l'IRD2, l'Institut régional du développement durable. Vous êtes aussi enseignant à l'IUT d'Alençon. Ça fait quelques années maintenant que vous travaillez avec vos étudiants sur le littoral normand. On vient de voir l'exemple d'Hauteville-sur-Mer où les élus se battent tant bien que mal contre l'érosion. Ils ont trouvé des solutions qui paraissent presque dérisoires face au phénomène de l'érosion. Est-ce que c'est pas un peu repousser le problème ? Les élus sont dans leur rôle lorsqu'ils protègent leur territoire ou qu'ils continuent à l'aménager. Aujourd'hui, on a des territoires qui, par des aménagements qui ont été faits par le passé, nécessitent une protection. Après, qu'en sera-t-il demain? Tout dépend de comment seront réaménagés ou évolueront ces espaces littoraux. Est-ce que c'est un phénomène qui les angoisse, l'érosion ? C'est forcément angoissant pour un élu qui a la responsabilité de protéger son territoire et de travailler pour ses administrés. Maintenant, il existe certainement également un avenir à l'aménagement qui ne sera certainement pas sur la même ligne que celle du passé. Alors l'avenir, ça passe par quoi? Ça passe par repousser toutes les maisons de plusieurs dizaines de kilomètres du littoral? Il est évident, après par exemple les événements de la Faute-sur-Mer, où on a bien vu qu'il y avait des zones qu'il ne fallait pas occuper par certaines activités, comme par exemple l'habitation, que dans le futur, on interdira certaines zones à la construction et d'autres pourront éventuellement être réaménagées. Donc il faudra passer à un moment ou à un autre par une réorganisation des fonctions du littoral. Qui sont les gens qui sont prêts à cette réorganisation? Évidemment les élus parce qu'ils connaissent le problème. Il y a également un certain nombre d'acteurs du territoire qui sont déjà mobilisés dans cette recomposition. Mais pour pouvoir imaginer la nécessité d'une telle recomposition fonctionnelle du territoire, il faut connaître les phénomènes. C'est quoi cette recomposition du territoire? Ça passe par quoi? On sait par exemple que certains territoires seront à un moment ou à un autre impactés par la modification du trait de côte. Il sera moins gênant si ces territoires sont des territoires agricoles où les enjeux économiques et de santé sont plus faibles que si jamais ce sont des habitations. Pourquoi pas, ça se fait déjà, imaginer qu'un terrain constructible redevienne un terrain agricole et qu'à l'inverse, on puisse relocaliser les habitants sur un terrain qui à l'origine était agricole. Et tout le monde est prêt à le faire? Tout le monde n'est pas à le faire? Non, c'est compliqué. Il faut donc arriver à amener les différents acteurs du territoire à comprendre le phénomène, ses difficultés, ses enjeux, de manière à ce que tout le monde puisse imaginer ensemble ce littoral pour demain. Merci beaucoup Julien Crappé d'être venu, merci. Je vous en prie. Pour terminer cette émission, nous avons choisi d'entendre un homme pour qui le littoral est un immense terrain de jeu. Lui en savoure la beauté depuis la mer. Julien Benard est le responsable du club de voile de Merville-Franceville. Il y a 3 ans, à bord de son kayak, il a longé la côte entre le pont de Normandie et le mont Saint-Michel. Avant de le retrouver avec Erwan, voici son portrait. Naître au milieu des plaines, à Évreux, un 22 septembre 1978. Pratiquer depuis tout petit à peu près tous les sports de plein air. Devenir plus tard animateur de colonies de vacances, décrocher un BTS technico-commercial sans grande conviction. Enchaîner les brevets d'état d'éducateur sportif. Pratiquer assidûment le vélo, l'escalade, le paddle. Se lancer en 2013 dans une traversée Portsmouth-Ouistreham en kayak de mer, 180 km en 24 heures, de ces défis qui font briller les yeux du compétiteur qu'il est aussi. Passer 250 jours par an au bord ou dans l'eau, prendre 2 fois par semaine la tête d'un étrange groupe de sportifs, des adeptes du longe-côte, cette marche aquatique originaire du nord de la France. Faire du littoral sa deuxième maison, être Julien Benard. Julien Benard, en 2012, vous traversiez donc cette Manche en kayak. Et 2 ans plus tard, vous avez longé le littoral depuis le pont de Normandie jusqu'au mont Saint-Michel. Vu de la mer, notre littoral normand, il ressemble à quoi? Il est plutôt pas mal. En plus, il est varié. On peut dire que
En partant du pont de Normandie et en ralliant le Mont-Saint-Michel, on s'aperçoit qu'on a une côte très très riche, commençant par les grandes plages, Cotentin, on est plus sur de la roche, donc au final on a... Et puis on s'est vraiment aperçu que c'était intéressant comme terrain de jeu, quoi. Il est urbanisé ce littoral, c'est ce que vous apercevez quand vous êtes en kayak au large? Quand on part du pont de Normandie, ça fait un peu impressionnant quand on est juste en dessous, là, parce qu'on a vraiment voulu marquer le départ dessous le pont de Normandie. Et puis quand on descend la Seine, oui, et puis le Havre sur notre droite, on s'aperçoit oui, qu'il y a une urbanisation forte. Et puis au fil du temps, au gré du temps, et puis on navigue et on découvre plein de choses. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi des grandes zones, des espaces naturels. Et c'est ce qui fait la richesse, je pense, de ce territoire. Alors par ailleurs, vous êtes le responsable du club de voile ici à Merville-Franceville. Quelle est votre pratique, vous, de ce littoral, de ce bord de mer? Je le perçois moi comme c'est un peu mon gagne-pain, c'est notre terrain de jeu à la fois. Et on essaie au quotidien de pouvoir faire bénéficier des gens. En tout cas, on a 330 adhérents répartis en diverses activités. On essaie de leur faire profiter justement de cette zone toute proche de Caen. On est à 20 km de Caen. Et entre autres le longe-côte, le canoë-kayak, le stand-up paddle, la voile. Et puis on essaie d'axer ça toute l'année. Et alors, vous le voyez évoluer ce littoral? D'une année sur l'autre, ouais, on le voit vraiment évoluer. Par rapport à c'est un espace dunaire, donc l'estuaire, tous les ans il y a des mobilités, des bancs de sable, et c'est ce qui fait aussi son attraction parce qu'on s'aperçoit qu'on découvre des nouveaux terrains de jeu à chaque fois. Et comme nous on peut aller au plus proche, on n'a pas besoin d'une hauteur d'eau considérable, on peut aller naviguer un peu partout au gré des différents coefficients de l'année. Comment vous l'imaginez ce littoral dans 10, 30, 50 ans? J'espère en tout cas qu'il restera tel qu'il est et que l'empreinte humaine sera neutre, en tout cas la plus neutre possible, pour pouvoir encore profiter pleinement de ces espaces qui sont quand même très sympas. Eh oui, merci à vous. Merci. Merci. Avec l'été qui s'annonce, vous serez encore nombreux à profiter des joies d'un séjour en bord de mer. Mais ce paysage n'a pas fini de se transformer. En 2100, les scientifiques estiment que le niveau de la mer pourrait s'élever de 1 à 3 mètres. C'est la fin de cette enquête de région. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain. On vous parlera de lieux qu'on imagine encore mystérieux, les bois, avec cette question: à quoi servent nos forêts ?